Notre deuxième sujet concernant la santé mentale, donc on savait que les troubles alimentaires, c'était aussi un problème de santé mentale. Maintenant, on va parler de l'anxiété et dépression. Vous savez que c'est des troubles extrêmement fréquents dans notre société aujourd'hui. On va faire aussi vraiment la distinction entre l'anxiété et la dépression, ce qui n'est pas toujours évident. On confond souvent les deux. Donc, alors, c'est quoi la dépression? Bien, selon l'Organisme mondial de la santé, la dépression, c'est un trouble mental courant qui se caractérise par de la tristesse. Donc, la personne dépressive va être triste. Elle a une perte d'intérêt. Ce qui l'intéressait habituellement ne l'intéresse plus. Il n'y a plus rien qui l'intéresse. Elle a beaucoup de difficultés à avoir du plaisir. Il n'y a plus grand-chose qui appelle perte d'intérêt, donc perte de plaisir. Des sentiments de culpabilité. Elle se sent coupable ou elle se dévalorise elle-même. Ça la déprime parce qu'elle elle est dure envers elle-même, elle se trouve pas bon, c'est dur sur son estime, pas bon, pas à la hauteur, peut avoir des problèmes de sommeil, même au niveau de l'appétit. La personne elle a plus d'appétit. Donc, beaucoup de fatigue, puis évidemment, tout ça amène, quand on a des problèmes de sommeil, on est préoccupé, puis on mange pas bien. Donc, la concentration. Ça, on a des gros problèmes de concentration. La dépression peut être perturbée ou devenir récurrente. Donc, elle peut venir de temps en temps. Il y en a qui ont des périodes dépressives, puis il y en a que ils sont en dépression pas mal toujours, de façon constante, récurrente. Donc, ainsi, ça veut dire que ça l'affecte la personne, l'aptitude d'une personne à fonctionner, autant au niveau du travail. Donc, imaginez quand vous êtes dans cet état-là, vous avez de la misère à vous concentrer, vous êtes toujours fatigué, vous êtes préoccupé, vous avez plus de motivation, vous avez de l'intérêt pour rien. C'est certain qu'à un moment donné, ça l'affecte évidemment comment vous fonctionnez au travail. Des fois, vous êtes en retard, vous êtes absent, vous ne faites pas le travail que vous avez à faire. Dépendant de l'âge de la personne, que ce soit travail à l'école, c'est la même chose. À son paroxysme, c'est-à-dire à son maximum, elle peut conduire au suicide. Quand la personne est très, très dépressive, c'est comme la personne n'a plus de plaisir à rien, puis elle se sent vraiment comme si elle valait rien. Donc, c'est certain que ça peut amener la personne à un moment donné au suicide. Lorsqu'elle est légère, on peut traiter le patient sans médicaments. Fait que des fois, ça arrive que le médecin va voir un patient, puis il n'y aura pas de médicaments. On va plus travailler vraiment sur l'hygiène de vie, le rythme de vie, l'alimentation, le sommeil, puis d'essayer de régler, de consulter un psychologue, par exemple, pour essayer de régler les problèmes qui rendent la personne dépressive. Donc, la pression, ça peut être modérée ou sévère. Puis oui, quand ça commence à être plus sévère, souvent on recommande des médicaments. Mais idéalement, c'est vraiment de combiner les médicaments avec une psychothérapie. Donc, la combinaison des deux est vraiment idéale parce que juste les médicaments, souvent, on ne règle pas le problème qui a causé la dépression. C'est comme mettre un plaster dans le fond. Mais ça peut quand même aider combiné à ce que la personne reprenne le dessus, là, pour qu'elle soit capable justement d'avoir l'énergie pour se reprendre en main, là. Alors maintenant, on va voir c'est quoi l'anxiété. L'anxiété, c'est différent. C'est une émotion souvent ressentie qui est désagréable, qui correspond à l'attente plus ou moins consciente d'un danger ou d'un problème à venir. Donc, c'est anticiper un danger. Donc, l'anxiété est un phénomène normal, c'est tout à fait normal, présent chez tous les gens. Tous les gens peuvent avoir une certaine anxiété parce que des fois, ça arrive qu'on peut avoir une certaine inquiétude. C'est rare les gens qui sont jamais inquiets dans la vie pour quelque chose qui s'en vient puis qui les inquiète. Elle peut cependant prendre un caractère excessif et pathologique dans différentes situations où on parlera alors d'un trouble anxieux. C'est quand il y a vraiment une perte de contrôle et ça vient vraiment disproportionné. L'anxiété est là pour des raisons qui ne sont pas valables, des choses qui inquiètent beaucoup, qui n'ont pas raison d'inquiéter quelqu'un. Donc, les sujets souffrant de troubles anxieux sont envahis par ce sentiment d'inconfort ou de peur secondaire à une anticipation excessive de différentes d'éventuelles, excusez-moi, difficultés, avant même que le problème soit arrivé. Donc, elle arrête pas de penser, comme, oh, par exemple, oh, j'ai une entrevue, là, ça la rend anxieuse. Elle n'est pas capable d'enlever, elle n'est pas capable de focusser sur d'autres choses. Puis elle pense juste à ça, c'est obsédant, ça devient épuisant,
puis ça rend la personne très, très nerveuse et ça lui apporte vraiment un malaise. Ça peut être des parents qui sont anxieux, qui ont peur du danger pour leur enfant, puis ils pensent juste à ça. Donc, l'anxiété pourrait être pour plusieurs raisons, puis souvent, c'est généralisé. Les gens sont anxieux, anticipent plein de choses où il n'y a pas nécessairement de danger, mais tout devient raison à anxiété. Oups, excusez-moi. Donc, discuter avant même que les problèmes ne soient survenus. Fait qu'imaginez, vous faites juste anticiper ce qui s'en vient, c'est même pas là, vous savez même pas si ça va bien aller ou pas, mais déjà vous faites juste penser à ça et vous vous inquiétez. C'est comme être toujours inquiet et stressé, constamment focusé sur quelque chose qui nous met mal tellement ça nous stresse, là. Alors, ou avant même que le chien ait repéré précisément ce qu'il redoute. Les psychiatres parlent parfois de peur sans objet. Vous voyez, s'inquiéter pour rien finalement. Trouver toutes les raisons de s'inquiéter et de stresser. L'anxiété peut s'avérer un phénomène utile. Elle attire l'attention quand elle est normale sur les dangers réels ou de situations de risque. Donc, le souci, l'inquiétude servent alors à prendre des précautions pour éviter les risques. Comme par exemple, quelqu'un qui serait pas assez anxieux, ben il voit l'ours arriver puis il a pas peur du tout. Il se dirige comme sur l'ours comme si rien n'était. L'anxiété normale, c'est de voir un ours puis de commencer à être stressé. On a une raison d'être vraiment anxieux puis d'avoir peur puis d'avoir des craintes. Donc cet exemple-là, c'est trop peu anxieux. Il suffit, il voit l'ours, mais c'est comme si rien n'était. Donc ça serait problématique. Quelqu'un qui est trop anxieux, c'est un exemple, c'est que la raison de l'anxiété est disproportionnée à la vue de la personne qui vit l'anxiété. Donc, vous voyez la petite souris, puis la personne qui est sur la chaise puis qui est en train de se gruger les ongles. Donc, ça démontre vraiment, c'est un exemple pour dire qu'il y a trop d'anxiété. Alors, donc, vous pouvez voir la différence entre c'est quoi la dépression et qu'est-ce que c'est l'anxiété. Voici 2 troubles anxieux dont les jeunes peuvent souffrir. Association canadienne pour la santé mentale. Le trouble d'anxiété généralisée, inquiétude excessive qui survient fréquemment et est difficile à contrôler. Donc, une anxiété qui revient fréquemment, ça peut être toutes sortes de raisons, de l'anxiété sociale, par exemple. Puis, on n'est pas capable de se parler et de se contrôler pour contrôler cette anxiété-là. Les troubles de panique, alors c'est des crises de... On pourrait aussi la nommer une attaque de panique. C'est vraiment une forte crise d'angoisse. La personne est angoissée, stressée. La personne a une impression qu'elle va mourir, puis elle a comme une sensation de devenir fou, puis de perdre le contrôle d'elle-même. Le cœur lui bat très rapidement. Elle a de la misère à respirer. Elle respire très rapidement. Donc, puis plus elle focus sur ses symptômes, plus il y en a même qui perdent connaissance au niveau des troubles paniques comme tels. Une personne va être capable d'identifier qu'est-ce qui cause la crise de panique. Comme par exemple, nous, on voyait souvent des étudiants que c'était les examens. La peur de faillir, quand un examen important arrivait, ils se tapaient une crise de panique. Donc, ils venaient nous voir, on leur donnait une pièce pour se calmer. Des fois en pleurs, respirer très rapidement. Puis des fois même, il y a des étudiants qui venaient nous voir, puis c'était très difficile de dire pourquoi il y avait des crises de panique comme telles. Donc, ça va vraiment dépendre des personnes. Alors maintenant, l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est souvent accompagné de troubles paniques. C'est une personne qui a peur de rester coincée dans un endroit dans lequel il pourrait avoir de la difficulté à sortir si jamais il fait une crise de panique. Donc, la personne souvent va avoir peur des lieux publics parce qu'aussi elle a peur de faire une crise puis que les gens la voient. Donc, ça la rend anxieuse. Donc, elle craint les lieux publics. Donc, elle a peur de rester soit coincée ou soit que plein de gens regardent la crise, soient témoins de sa crise, là. Donc, peur de rester coincée. Donc, par exemple, ça peut être quelqu'un qui a peur, qui n'est pas capable d'aller faire son épicerie ou d'aller voir un concert parce qu'elle a peur de faire une crise de panique dans ces endroits-là. Ensuite, les phobies. Alors, les phobies, vraiment, c'est une peur intense
c'est irréaliste en lien avec un objet. Par exemple, une araignée, un serpent, une machine, un chien, une situation. Donc, ça peut être comme, par exemple, prendre l'avion ou un événement précis, aller dans un salon funéraire. Une phobie, c'est une peur intense de quelque chose irréaliste. Donc, ça se traite aussi, la phobie, là, en exposant la personne graduellement à ce qui lui fait peur, pour lui démontrer que il n'y a pas nécessairement de danger. Parce qu'on dit toujours que c'est une peur irréaliste. L'anxiété sociale ou le trouble d'anxiété sociale, c'est toutes les situations sociales qui nous font peur. Socialement, c'est souvent vraiment quelqu'un qui est inapte. Donc, anxiété, peur des situations qui nous amènent à avoir des gens en contact avec les gens. C'est des gens qui vont avoir tendance à s'isoler, évidemment. Peur d'être inadéquat aussi. L'anxiété de séparation, c'est une anxiété extrême, donc une peur extrême qui se produit lorsqu'un jeune est séparé ou s'attend à être séparé de ses parents ou des aidants naturels. Donc, c'est clair, peur d'être séparé des figures d'attachement. Le multisélectif, c'est ça, c'est le refus systématique de parler dans certaines situations. Il y a des situations qui rendent la personne anxieuse. La personne, c'est comme si elle perdait la parole. Donc, ça peut être des situations sociales. C'est vraiment des situations qui font peur à la personne de façon générale. Alors, maintenant, on va voir de façon plus claire, c'est quoi la différence entre de l'anxiété et la dépression. Donc, les troubles d'anxiété sont les problèmes psychiatriques les plus courants chez les enfants et les adultes. On estime environ 6 à 13% des enfants et des adolescents ont un trouble d'anxiété, les filles recevant ce diagnostic plus souvent que les garçons. Donc, les troubles d'anxiété, sont plus présents chez les filles que chez les garçons. La dépression est courante, comme on le sait. Donc, les chercheurs pensent qu'environ un enfant ou jeune sur 5 traversera une période de dépression avant l'âge de 18 ans. Des études ont démontré même qu'à un moment donné, entre 4 à 8 enfants ou jeunes sur 100 souffrent d'une dépression majeure. Donc, c'est beaucoup. Malheureusement, la plupart des personnes dépressives ne reçoivent pas d'aide. Mais obtenir de l'aide est important. On normalise beaucoup la dépression, hein? Donc, il y en a qui vont passer au travers sans vraiment avoir d'aide. Mais obtenir de l'aide est important. Pourquoi? Car il existe des traitements efficaces et un traitement précoce peut empêcher de revenir à l'avenir. Donc, plus on va traiter, si on traite une dépression, ça évite qu'elle revienne, ça évite ou ça minimise les chances que ça revienne dans le futur. Donc, la cause de la dépression, qu'est-ce que c'est? Parfois, les parents se sentent coupables d'avoir causé la dépression de leur enfant. Il n'y a généralement pas une seule cause, mais plutôt une combinaison de différentes choses qui va amener la dépression. C'est plusieurs choses en même temps. C'est comme notre vie, hein? Quand on sent qu'on va pas bien, c'est parce qu'on se dit que tout va mal en même temps. C'est la même chose pour les enfants ou les adolescents. Les antécédents familiaux, si les parents ou d'autres membres de notre famille ont souffert de dépression, la santé mentale, la génétique, c'est très important. Nos chances augmentent d'avoir des problèmes de santé mentale. Là, on parle plus précisément de la dépression. Donc, la dépression, c'est la même chose. Si on a des parents qui ont souffert de dépression, on a plus de chances d'avoir vraiment un problème de dépression, ou un problème émotionnel. Donc, stress. Les enfants et les jeunes peuvent être très bouleversés par exemple, qu'est-ce qui peut amener la dépression? Qu'est-ce qui va plus perturber les enfants ou les jeunes? Bien, souvent, c'est ça, c'est les conflits entre les parents. Ça peut être les frères, les sœurs aussi. Parents aux prises avec du stress ou de la dépression, ça amène le stress chez l'enfant. Donc, séparation ou divorce des parents, se faire intimider souvent à l'école, conflit ou stress avec les amis, des difficultés avec les amis ou les camarades de classe. Pas des jeunes qui ne réussissent pas à l'école, qui ont trop de pression aussi, des fois c'est la pression qui vient des parents, à faire bien l'école, ça peut amener des problèmes de dépression. Il peut être difficile pour les adultes de voir les choses du point de vue d'un enfant. Tout est une question de
perception, hein? Quelque chose peut être très stressant pour un enfant et non pour l'autre. Souvent, l'adulte a de la misère à être empathique et à se mettre dans la peau de l'enfant ou de l'adolescent. Des choses qui peuvent ne pas sembler importantes pour un adulte peuvent être accablantes et très stressantes pour un... Donc, la cause de l'anxiété maintenant. Donc, les troubles d'anxiété ont des origines multiples. Donc, il y a plusieurs origines, plusieurs causes. Il est probable que les gènes, comme tous les problèmes de santé mentale, donc la génétique joue un rôle dans l'apparition de l'anxiété. Toutefois, le domicile, le quartier, l'école et les autres milieux peuvent également contribuer. Donc, ça amplifie, ça augmente. L'anxiété a plus de chances d'apparaître si vraiment il y a des choses au domicile qui peuvent amener du stress. Le quartier peut avoir des éléments stresseurs, anxiogènes. L'école et les autres milieux peuvent contribuer, aggraver au niveau de l'anxiété comme telle. Par exemple, il y a certains bébés ou jeunes enfants qui vivent avec trop de stress. Donc, à force d'être exposés au stress dans un milieu, alors ils peuvent devenir anxieux. D'autres enfants peuvent apprendre à réagir d'une façon anxieuse parce qu'un parent ou tuteur montre des signes d'anxiété. Donc, ça veut dire que si un enfant apprend des comportements anxieux, donc si ses modèles, comme les parents, sont anxieux, c'est sûr qu'il y a de l'acquis à ce niveau-là. Et quand il voit que les parents réagissent par l'anxiété à des situations, ben c'est une façon de réagir que l'enfant va apprendre. Chez la plupart des enfants et des jeunes, c'est un mélange de causes. Donc, il n'y a pas juste une cause, c'est plusieurs choses qui sont mélangées. Donc, ça peut être facteur génétique avec l'environnement, par exemple. Donc, les symptômes caractéristiques de la dépression chez l'enfant ou l'adolescent sont les suivants. Alors, pour la dépression, qu'est-ce qu'on va voir? C'est une humeur dépressive ou irritabilité. Donc, changement d'humeur. Donc, facilement irritable. Donc, perte d'intérêt pour les activités qu'avant la personne aimait. Donc, il n'y a plus rien qui l'intéresse, il n'y a plus rien qui y tente. Elle s'ennuie extrêmement, tout est plate. Organisation du sommeil perturbée, donc soit que la personne dort beaucoup, beaucoup, ou soit qu'elle a de la misère à dormir, ça peut aller d'un extrême à l'autre. Donc, manque d'énergie, pas d'énergie du tout, perte d'appétit, la personne ne va pas plus manger, presque plus manger, même plus le goût de manger. Isolement et retrait par rapport aux amis. Donc, elle va s'isoler, il n'y a plus rien qui tente, elle n'a plus le goût de voir personne, donc elle va se retirer dans son coin. La personne va pleurer facilement, puis sans raison vraiment valable, donc difficulté à se concentrer comme on a nommé, puis se sentir coupable, extrêmement coupable par rapport à ce qu'elle vit, se sent pas bonne, qu'est-ce que je fais là, je ne suis pas capable de rien faire. Donc, l'estime mange une claque. Expression spontanée d'idées noires de suicide, par exemple. Comme on dit, ça peut amener l'idéation suicidaire. Donc, maintenant, on va regarder pour comparer les symptômes caractéristiques de l'anxiété chez les enfants et les adolescents. Refuse d'aller à l'école parce que ça le rend anxieux. Il y a plein de choses qui le rendent anxieux, qui lui font peur. Donc, vu que tout fait peur, l'école a plein de raisons de lui faire peur. Il y a plein de raisons de le rendre anxieuse, que ce soit social, que ce soit la peur d'échouer, de participer à des activités. Donc, tout ce qui est nouveau, qui est quelque chose d'anxiogène, peur de l'échec ou de voir des amis. Difficultés à l'école, comme des problèmes à se concentrer ou à parler en classe. Parce que quand la personne est anxieuse, elle est concentrée sur ce qui la stresse. Donc, ça prend toute la place, alors elle a de la misère à se concentrer, parler en classe, comme je vous dis, parce qu'elle focus sur ce qui la rend anxieuse. Ça l'absorbe complètement. Se mettre très en colère lorsque les parents ou les aidants naturels partent, parce que ça crée de l'anxiété. Quand ils se retrouvent tout seuls, il se sent plus anxieux, plus vulnérable. Cherche souvent à se faire rassurer, a besoin beaucoup de se faire rassurer constamment parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude. Éviter des choses précises. Des fois, c'est vraiment des choses précises qui le rendent anxieux, comme par exemple, ça peut être les chiens, une peur irrationnelle des chiens. Donc, des situations particulières, comme rencontrer des nouvelles personnes. Comme des grandes foules, par exemple, aussi, ça peut être une autre situation qui les rend anxieux. Se mettre très en colère à cause de problèmes mineurs ou de conflits, donc de difficultés à gérer des conflits, tout les rend tellement anxieux que des fois, ça se reflète par de la colère, une perte de contrôle.
Être très inquiet ou poser beaucoup de questions, commençant par et s'il arrivait ça? Ben si par exemple, je décide de prendre l'autobus d'un coup qu'il y a un accident. C'est toujours des peurs. Et si, de prévoir tous les problèmes qui pourraient arriver. Donc, avoir de la difficulté à bien dormir, parce que justement, trop anxieux, focus sur les peurs, anticipe, ou à manger, tellement stressé que ça coupe l'appétit. Se plaindre de maux physiques, parce qu'évidemment, quand on vit beaucoup d'anxiété, de stress, ben, on a des symptômes physiques. Ça peut être des mal de ventre que l'anxiété amène, des maux de tête, des tremblements. La personne est étourdie. Faire des crises de panique. Fait que oui, ça peut, l'anxiété extrême peut arriver à une prise de panique. Ça devient tellement intense que la personne a peur de mourir. Le cœur commence à lui battre. On va voir qu'elle va chercher sa respiration. Donc, certains de ces signes ne sont pas exclusifs aux troubles anxieux, fait qu'il ne faut pas se tromper. Comme je vous dis, c'est plusieurs choses ensemble qui peut faire qui peut venir à une conclusion que la personne est anxieuse. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement sur un symptôme, sur une caractéristique. Toutefois, si vous remarquez ces signes, il serait judicieux de demander de l'aide à votre médecin, conseil ou professionnel de la santé. Fait que ça, on parle si c'est vous qui ressentez ou si vous voyez une personne qui a ces signes-là. Donc, ça serait bon de lui recommander de consulter vraiment de l'aide d'un médecin ou d'un conseiller ou d'un psychologue. Alors, c'est quoi les besoins de l'enfant et de l'adolescent? Donc, faites-lui savoir que vous remarquez que quelque chose ne va pas. Exprimez vos inquiétudes. Offrez-lui du soutien. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Assurez-vous de parler à l'enfant, mais trouvez des moyens de lui donner des choix. Assurez-vous d'avoir toujours des moments réguliers lorsque vous vous amusez, tout simplement, et relaxer avec l'enfant. Donc, des moments de détente où vous allez avoir du plaisir avec l'enfant. Aider l'enfant à comprendre le stress auquel il est soumis, puis aider l'enfant à résoudre les problèmes. Enseigner à l'enfant des moyens de faire face à ses stress. Comment réagir, comment gérer son stress. Si c'est un adolescent jeune, il se peut qu'il soit moins ouvert à vos idées, parce qu'un adolescent, on sait qu'il a des moments où ils veulent se montrer qu'ils sont capables d'être autonomes, tout ça. Donc, ils peuvent être un peu plus fermés. Des fois, c'est de l'orgueil aussi. Il pourrait être plus difficile de faire précéder la discussion. J'ai quelques idées sur la gestion du stress qui pourraient vous aider. Aimeriez-vous les entendre? S'assurer que l'enfant est en bonne santé, parce que pour gérer soit l'anxiété ou vraiment la dépression, mais là on parle plus de dépression, il faut vraiment qu'ils prennent soin d'eux. Donc, sa santé physique est importante, ça veut dire de bien s'alimenter, de bien dormir et de faire de l'exercice. C'est d'une bonne façon pour vraiment gérer la dépression comme telle. Les parents et les soignants doivent également se rappeler de prendre soin d'eux-mêmes. Donc, les personnes qui sont près de quelqu'un qui serait dépressif, un enfant ou un ado, ça peut être dur sur les gens qui l'entourent. Donc, eux aussi, il faut qu'ils pensent à eux. Donc, assurez-vous de réserver du temps pour répondre à vos besoins si vous êtes l'aidant, le parent, etc. Donc, on a parlé avant des besoins des enfants qui sont plus dépressifs. Maintenant, on va parler des besoins des enfants ados, toujours enfants-ados, qui sont anxieux pour voir la différence, toujours pour comparer. Tout d'abord, assurez-vous que l'enfant se sent à l'aise de vous exprimer ses craintes, inquiétudes ou autres sentiments pénibles. Donc, il faut qu'il verbalise. Il a peur de beaucoup de choses, il fait de l'anxiété face à beaucoup de situations, de choses. Donc, il faut que vous laissez vraiment en parler, il faut que vous l'écoutiez. Donc, comprendre, valider ses préoccupations et ne pas minimiser. Parce que des fois, souvent, quand on le dit, c'est de l'anxiété, puis de l'anxiété qui vient disproportionner quand c'est un problème. Souvent, ce qui rend anxieux, ce n'est pas justifié. Donc, on peut avoir tendance à dire, ben non, voyons donc. On essaie juste de rationaliser, mais sans minimiser, sans dire, ben voyons donc, t'as peur de ça pour rien, voyons donc. Il faut vraiment aller creuser, puis essayer de rassurer la personne, mais sans minimiser. Alors, être patient, rassurer la personne, ça va bien aller, puis essayer de lui donner des moyens pour que la situation soit moins stressante. Parlez-lui et soyez positif concernant sa capacité de faire face aux situations. Le rassurer, tu vas être capable, ça va bien aller, tu vas voir, prépare-toi avant, etc., etc. Donc, récompenser pour ses bons comportements. Récompenser
quand il est capable de s'adapter, quand il est capable de foncer, même quand il y a de l'anxiété, parce que souvent, l'anxiété, ça paralyse. Donc, à ce moment-là, il faut renforcer, soit récompenser ou soit renforcer verbalement. Donc, encourager. Il faut mettre l'accent sur l'effort. Aussi minime qu'elle peut être, il faut vraiment axer sur l'effort que fait l'enfant pour essayer de gérer puis de confronter ce qui le rend inquiet. Au lieu d'éviter la question qui cause la peur ou l'anxiété, renforcer l'exposition à celle-ci. Fait que plus l'enfant va être exposé, plus il va en parler, plus ça va l'aider vraiment à gérer son anxiété au lieu de faire de l'évitement. Si la personne évite toujours ce qui le rend anxieux, jamais elle va être capable d'être moins anxieuse. Parce que quand on apprend à gérer, par exemple, donc on est capable de montrer à la personne, regarde, ça a bien été finalement. Et tranquillement, l'anxiété peut diminuer au lieu de complètement éviter. Enseigner les monologues positifs. Donc, se parler dans sa tête. Je sais que je peux y arriver. Au lieu de dire j'ai peur, je serai jamais capable, je sais pas ce qui m'est arrivé, d'un coup qu'il arrive un accident. C'est vraiment de dire au contraire, de changer le monologue, le discours interne. Donc, par des discours qui sont positifs, encourageants. Je sais que je peux y arriver. Je suis courageux, je suis capable, j'ai pas peur. Donc, ça peut aider l'enfant à se sentir, ou l'adolescent même, à sentir fort quand il a peur ou quand il est anxieux. Il lui a enseigné des techniques de relaxation. D'arrêter, ça l'aide à focuser sur lui, sur le moment présent, parce que quelqu'un qui est anxieux va beaucoup se projeter, va beaucoup anticiper. Donc, on le ramène dans le moment présent avec des techniques de relaxation, comme par exemple la respiration, focuser sur la respiration. Finalement, toujours comme tout ce qui touche la santé mentale, c'est vraiment favoriser une bonne santé physique. Donc, routine régulière, l'exercice fait beaucoup de bien sur l'anxiété. Donc, les loisirs, d'avoir une vie dans le fond qui est équilibrée. Une bonne alimentation qui est régulière aussi va aider. Donc, c'est tout pour ce qui est la dépression et l'anxiété. Merci beaucoup.